Entretien aujourd'hui donc avec Alexandre Subitani. Merci à toi de nous recevoir chez toi déjà tout Avec d'abord. plaisir. Et bonne année, hein, puisque c'est le premier interview joute de l'année 2025. Tous mes voeux de bonheur et de santé à tout le monde d'ailleurs. Je le souhaite à vous tous. Donc ça fait plaisir de te retrouver parce que j'ai envie de dire que depuis quelques années maintenant, tu es porté disparu du monde des joutes. Alors tout à fait, tout à fait. Donc j'ai malheureusement quitté le monde des joutes, je dirais pour des raisons professionnelles, dans un premier temps, puisque j'avais un travail qui me demandait beaucoup de temps. Et tout en sachant que les joutes sont très chronophages. Et avec l'emploi du temps de mon travail, ça ne collait plus. Et les dernières années que j'ai joué, je jouais, mais c'était vite fait. C'était 3 tournois dans l'année et j'avais pas le temps de me consacrer réellement comme je l'avais fait auparavant, vraiment aux joutes. Donc il a fallu que je prenne une décision c'était ou je continuais et je faisais 3 tournois par an et je performais pas, ou j'arrêtais. Et j'ai pris la deuxième solution. Justement, tu nous dis que les joutes sont quelque chose de chronophage, c'est un fait. Mais est-ce que après quelques années de loin des planchers, et ton emploi du temps et ton envie ne t'ont pas poussé à revenir sur les planchers justement? J'aurais aimé revenir sur les planchers, mais le problème c'est qu'après je suis parti à l'étranger. Donc je travaillais à l'étranger, j'étais en Afrique notamment pendant des années. J'ai fait l'Afrique, j'ai fait la Guadeloupe, donc j'étais même pas sur cette, donc automatiquement, voilà, c'était quelque chose que je regardais de loin. Après, avec les nouvelles technologies, je pouvais même regarder le tournoi de la Saint-Louis, le lundi de la Saint-Louis, mais bon, voilà, je le regardais, mais j'étais loin, j'étais à des milliers de kilomètres de cette, donc automatiquement, voilà, c'était malheureusement, mais je restais toujours dans le monde des joutes et de l'actualité des joutes parce que j'aimais toujours de savoir. Mais voilà, après avec les années, les noms changent, les têtes changent, les anciens copains, plus ou moins eux, ils s'arrêtent au fur et à mesure et on découvre de nouvelles têtes, des nouveaux noms et des gens qu'on ne connaît pas forcément. Mais voilà, ça reste quand même des beaux souvenirs, des beaux souvenirs. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure pour aborder l'interview avant qu'on le commence justement, c'est une interview très naturelle, on ne se prend pas la tête, donc pour moi il n'y a pas d'ordre établi, je vais te poser les questions comme je les sens et pas forcément dans l'ordre justement. J'aimerais revenir sur ton année 83. Tu as gagné la Saint-Louis Junior et tu as remporté, si je me trompe pas, 6 ou 7 tournois juniors cette année-là, mais tu n'as pas été champion de ligue junior. Non. Alors qui t'a devancé? Et vous avez dû vous tirer la bourre toute la saison, j'imagine. Alors, c'était Christophe Lesanti. C'était avec Christophe Lesanti. On s'était vraiment, alors, c'était tiré la bourre pendant toute la saison. Je crois que j'avais gagné même plus de tournois que lui sur la saison. Et malheureusement, les seuls tournois où je n'ai pas gagné, lui, il les a gagnés. Et vu que les tournois que je gagnais, lui, il était toujours dans une place où il était classé, du moins, il avait marqué plus de points que moi. Et après, pour le championnat de France, pareil, j'étais premier. Parce que quand on avait fait les championnats de France, c'était à Frontignan. Et je me rappelle, j'avais pris Touboul-Serge. J'étais premier contre Touboul-Serge, que je ne connaissais pas forcément. Et j'avais perdu contre Touboul. Je ne me rappelle plus où, on avait fait le bouquet, enfin bref. Et du coup, j'ai été éliminé tout de suite. Et ça fait que j'ai perdu le championnat de ligue. Voilà. Un regret à ce jour ou pas du tout? Oh, non, pas du tout. Secondaire, après, hein? Pour moi, c'était secondaire, mais après, si, j'avais quand même une rancœur dans le sens de me dire, bon, voilà, tu as performé pendant toute la saison et les derniers tournois, tu échoues malheureusement. Bon, après, j'avais gagné les Jeux dans la Saint-Louis, c'était quand même quelque chose d'important, parce que je voulais quand même gagner les Jeux dans la Saint-Louis, tout en sachant que c'était un tournoi qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie, et je voulais le gagner. Alors justement, est-ce que tu peux nous relater ces souvenirs de cette Saint-Louis Junior 83? Ah, alors c'est du lointain, hein, c'est 1983. Mais bon, voilà, je suis en pleine boom, je suis en pleine bourre. Je m'étais inscrit au junior de la Saint-Louis parce qu'on avait, pour ceux qui faisaient l'école des joutes, on avait le droit de jouer entre 16 ans et 18 ans. Donc 1983, je suis né en 65, j'ai donc 17 ans. Oui, j'ai 17 ans et demi. Donc je me dis, c'est l'année où il faut que je la fasse parce que l'année d'après, je ne pouvais plus la faire. Donc, je m'inscris au junior de la Saint-Louis, mais voilà, je suis en pleine boom et en pleine forme. Je suis comment dire, l'homme à abattre, je dirais, dans le truc. Et
Et voilà, non, je joute bien. Je joute bien. Je me rappelais toujours, je crois que j'avais un premier adversaire, j'avais pris Jean-Jacques Nocan. C'était Jean-Jacques Nocan, premier adversaire. Et après je ne me rappelle plus, je déroule bien et je tombe en finale contre René Lebaille. Voilà, je gagne la Saint-Louis, la Saint-Louis Junior 1983. Et pour moi, c'est une consécration dans le sens où c'était vraiment le tournoi que je voulais gagner de la saison. Voilà. Tu enchaînes avec le lundi, donc forcément. Ah, et un grand souvenir face à Dédé Lubrano. C'est le truc mémorable. Mémorable dans le sens où tu es junior tu gagnes tu premier prix junior, donc tu joues déjà avec la bi-junior. Grande tenue. On avait la grande tenue, la tenue parade, avec la cravate et tout. Et je tombe sur un monument des joutes qui est André Lubrano, qui à l'époque est très fort. Et c'est un gars que je respectais énormément dans le monde des joutes, parce que c'était un grand monsieur. Et voilà, il y a un tour d'honneur, on fait ça, et je pense que André Lubrano, qui faisait peut-être 40 kilos de plus que moi, qui avait une expérience, je ne sais pas, peut-être n'attend pas vraiment à ce que je me lance sur lui, et je me lance et je le désarme, quoi. Enfin, il perd sa lance. Et là, c'est vraiment le grand moment. C'est vraiment un grand moment. C'est l'apothéose. Alors, comment on se sent par la suite? On se dit, vu qu'on est dans un esprit de jeune fougueux, de jeune fou furieux, on se dit, bon, j'ai arraché le mot est fort, j'ai battu André Lubrano, maintenant je vais me qualifier pour les revanches. Dans quel état d'esprit tu étais? Ah ouais, c'est là que je me suis dit que rien n'était impossible. Sauf que derrière, j'avais Lolo Bionomo, derrière qui montait, Louis Bionomo. Et voilà, Louis Bionomo, il m'a vu jouter, il me connaissait, parce que je faisais la lutte avec lui en plus, donc il me connaissait parce qu'on faisait de la lutte ensemble. Et voilà, bon, je connaissais Louis Bionomo au joute, je savais que c'était un type qui était relativement fort. Et voilà, après, j'ai voulu quand même, je suis quand même allé. Mais bon, voilà, j'ai rebombé, quoi. Donc une Saint-Louis qui restera quand même un grand souvenir pour toi. C'est un grand souvenir pour moi, parce que la Saint-Louis, c'est quand même particulier. C'est quand même quelque chose qui te prend aux tripes, et j'ai vécu ça pendant des années, parce que c'est vraiment les tournois de la Saint-Louis sont vraiment, c'est unique dans son genre. Voilà, c'est quelque chose qui te prenait aux tripes et qui te laissait pas indifférent, et tu voulais, quand tu arrivais, tu bavais, on bavait. Moi je me rappelle à l'époque, on bavait, on était à fond là-dedans, on pensait qu'à ça. On dormait joute, on vivait joute, on mangeait joute, voilà, c'était tout le temps. Tout le temps. Donc en 85, tu continues de performer. 84 d'abord. Mais en 85, tu es champion de Ligue léger, il me semble, non? 85, je suis champion de Ligue léger. Champion de Ligue et champion de France léger. Les deux. Là, par contre, je fais le doublé. Je prends les deux. Je gagne les deux championnats. Champion de Ligue et champion de France. Champion de Ligue, bon, au point où je suis premier, et donc je réussis à performer et à rester premier. Et champion de France, ça se déroule à Metz. Et là, je joue bien. Et d'ailleurs, je gagne Thierry Baïsa en finale. Ouais, qui a commenté sur la page d'ailleurs. Qui a commenté sur la page d'ailleurs. Et je gagne contre Thierry Baïsa en finale, qui est un très bon shooter. Thierry, Yannick et Thierry d'ailleurs, qui est deux bons shooters. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Et Stéphane, qui était costaud aussi, Stéphane Baïsa. Et Stéphane, oui, mais Stéphane, il était plus jeune. Donc Stéphane, je l'ai moins connu que Yannick et Thierry. C'était l'époque où on jouait nous ensemble. Hein. Parce qu'à l'époque, il y avait des catégories juniors légers et lourds. Donc on a joué en léger. Et Yannick aussi, c'était un bon joueur. Et Yannick et Thierry, c'était des bons joueurs tous les deux. Hein. Tous les deux, on s'était tiré de la bourre pendant toute la saison, hein, notamment en 85. Oui. Est-ce que tu sens de ces années-là, de 83 à 85, que ton statut forcément de joueur change et que tu es peut-être considéré différemment par les autres joueurs? Ah oui. En fait, comment te dire, voilà, j'avais acquis une certaine expérience au joute. Après, voilà, on était vraiment plongé dans les joutes. C'était vraiment l'époque où on respirait joute, on parlait joute, et on avait acquis une certaine expérience à force de jouter, à force d'avoir des conseils de certains, parce qu'on avait quand même des conseils. Moi, je me rappelle faire des entraînements où j'avais un Paul Di Stefano qui était derrière moi, Paul qui était derrière nous,
Mais tu te faisais engueuler, quoi. Quand tu faisais mal, quand tu présentais mal ton pavois, quand tu disais mal ton pavois, quand tu disais mal ta lance, quand tu donnais pas assez de pavois, tout ça, tu te faisais engueuler. Le mec, il te disait, si tu comptes aller jouer à faire ça, tu vas finir dans l'eau. Bon, je te passe les noms d'oiseaux qu'on nous disait. Mais voilà, c'était une époque où on apprenait à jouer. Et après, on avait cette expérience. Donc, automatiquement, après, on regardait les défauts des uns et des autres. Et quand on montait sa tête, c'était pas du hasard. Hein. On savait plus ou moins les défauts des uns et des autres. Donc, automatiquement, voilà, après, c'était de savoir où l'adversaire allait venir te chercher pour toi, pour le mieux le contrer. Et toi, en même temps, réfléchir où tu allais le prendre pour pouvoir le déséquilibrer. C'était un petit peu de joute d'expérience. Maintenant, je ne sais pas comment c'est devenu. Mais nous, à l'époque, c'était déjà une joute d'expérience. Et après, quand on ne connaissait pas un adversaire, on aimait bien faire un tour pour voir comment il se positionnait, voir où pouvait avoir son défaut. C'était un petit peu ça. De toutes ces années en tant que sociétaire de la Jeune Lance, quel est le sociétaire qui t'a le plus impressionné? Pas forcément un joueur, mais dans l'entourage de la Jeune Lance, que ce soit les dirigeants ou les joueurs aussi, qui a le plus de charisme ou qui t'a le plus appris, justement? Je te dirais, bon, Paul Di Stefano, ça a été quelqu'un qui m'a beaucoup appris, et j'ai beaucoup appris sur lui. Après, c'était un gars que j'aimais bien, que j'appréciais beaucoup. Voilà, c'était un champion de joute. Donc, automatiquement, voilà, c'était quelqu'un que je respectais. Après, je dirais les autres, il y avait les Jacques Noguet, les Germain Crédidio, c'était tous ces mecs-là avec qui on échangeait, on parlait. Et c'était des mecs que je respectais, que j'aimais par rapport à leur charisme, par rapport à tout ça. Après, je te dirais que dans le bureau, même de la Jeune Lance, on avait un bureau où tu avais les Harry Anselme, par exemple, Bouchon, pareil, qui nous ont fait rêver, qui nous ont parlé, qui nous racontaient, et on était des passionnés. Et donc, on écoutait toutes les histoires, toutes les anecdotes, c'était quelque chose qui nous plaisait. Voilà, moi, personnellement, voilà, je n'avais pas ça. Après, il y avait André Camillo qui s'occupait de la Jeune Lance et qui s'est occupé de la Jeune Lance pendant des années et des années et qui a géré ça formidablement bien. Quoi. Qui est toujours fidèle au poste d'ailleurs. D'ailleurs, qui est toujours fidèle au poste. Mais voilà, André c'était un gars, mais pareil, il faisait de la lutte. On se voyait l'hiver, on se voyait l'été. C'était le président ou le secrétaire de la Jeune Lance. Je ne me rappelle plus s'il était président ou le secrétaire. Mais c'est un mec qui était très investi dans les joutes et notamment dans la société. Voilà. Tu me parles là des Paulo Di Stefano, des Bouchon, des Jacques Noguet, des Germain Crédidio. Justement, est-ce que tu trouves pas, alors tu vas peut-être me dire que tu ne le sais pas parce que tu es moins partie prenante maintenant dans les joutes, mais que ça manque depuis quelques années de folie et de charisme chez les jouteurs actuels? Je dirais que c'est l'évolution. L'évolution a changé. On ne peut plus comparer les années 80 aux années maintenant 2020. Voilà, je pense qu'on a vécu une époque, c'était une autre époque. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de. On se parlait, on se discutait. On était dans une autre époque. Comment dire? On faisait vraiment. Nous, on était vraiment des passionnés. On était vraiment affiliés à un quartier, à une société. Et il y avait, la société Jeune Lance, on était tous ensemble et tous on faisait corps. Jeune Lance sétoise, on faisait corps. La Jeune Lance sétoise, on faisait corps. Il y avait la Lance amicale sétoise, pareil, Christian Caselli, les François Minaro, toute cette bande-là qui faisait corps eux aussi. Et quand on allait à Metz, il y avait toute l'équipe de Metz. Quand on allait au Gros du Roi, il y avait toute l'équipe du Gros du Roi, l'Avenir, les pêcheurs, la Pointe Courte, voilà. On faisait tous corps, voilà. Et oui, il y avait du charisme, les gens étaient charismatiques, les Babar, les Jojo, les Gorilles, les Macias, les Apri, les Betty, et j'en passe. Tout le monde avait du charisme. En plus, je dirais qu'ils étaient mondialement connus de la région. Voilà. Ouais, c'est de belles expressions. Ouais. C'est vrai qu'ils étaient, ils étaient mythiques. Hein. C'était des personnages mythiques, hein, mondialement connus, comme les Louis Vaillet dans les années 1800. Voilà. J'aimerais revenir sur si je ne me trompe pas, tu as réalisé le doublé à la Saint-Louis moyen. Tu l'as remporté 2 fois.
Alors en 1984, ouais, 1984, donc je gagne les mi-moyens. Et voilà, le lendemain, je suis le premier prix des mi-moyens, joute en moyen, et je gagne le tournoi des moyens. Et Alors là, tu peux nous raconter les tournois? alors, Au moins les finales, au moins les finales. alors là, pour les moyens, je ne fais pas la finale. Je fais la demi-finale, les deux demi-finalistes tombent. Je me rappelle plus réellement qui c'était, qui jouait. Et ils tombent tous les deux, donc je suis déclaré vainqueur parce que voilà, je fais pas de finale. Et donc je gagne le prix des mi-moyens. Ce qui était pour moi déjà, je dirais, un exploit, dans le sens où c'était ma première Saint-Louis des mi-moyens et je la gagne. Et donc, le lendemain, je fais la Saint-Louis des moyens. Et là, je shoot bien, quoi. Voilà, je shoot bien. Je me sens bien sur la Tintin, je me sens bien. Je sais pas, je me sentais invulnérable ce jour-là. Et je prends François Bailly en finale, qui François donc avait gagné la Saint-Louis des mi-moyens l'année d'avant. Et là, il tombe en Saint-Louis. François, il avait arraché tout le monde ce jour-là. Je me rappelle que cet après-midi-là, François avait super bien joué, il avait arraché tout le monde. Et donc voilà, on se retrouve tous les deux en finale. Sauf que François change de barque, parce qu'on était sur la même barque. François change de barque. Et c'est peut-être ça qui a été, qui a été dans sa défaveur, dans le sens où on le fait changer de barque. Donc, le fait d'avoir changé de barque, je vois qu'il bouge beaucoup. Donc, il refuse même la première passe. Il refuse la première passe parce qu'il bougeait beaucoup. Il ne tenait pas bien en place. Et donc, on fait le tour. Et quand on revient, et au moment où les barques se croisent, je vois que François bouge. Et il ne refuse pas la passe. Et à 50 cm, je me suis lancé sur lui, quoi. J'ai profité de son déséquilibre un petit peu, et je le déséquilibre, je le tombe. Voilà. Et là, c'est l'explosion de joie. Parce que bon, autant j'étais content d'avoir gagné les moyens, mais de gagner les moyens et les moyens, j'étais le deuxième, je crois, à avoir fait ça, après Christian Catelli. Parce que Christian Catelli avait fait ça, et je suis le deuxième à le faire. Donc voilà, Et en plus, bon, il faut dire que tu es à 7, tu gagnes à la Saint-Louis, il y avait je ne sais combien de spectateurs, ça prend au triple, quoi, ça prend au triple. Et tu récidives l'année d'après, hein? Et je récidive l'année d'après. L'année d'après, en 85, et en plus, le tournoi de moyen se fait de nuit, puisque l'après-midi, il avait beaucoup plu, donc ils avaient reporté le tournoi au soir, et donc on joue tout le soir. Et là, je récidive, oui, voilà, ça c'est... Alors, je crois être le seul à avoir gagné 2 fois la Saint-Louis des moyens. À vérifier, hein. Oui, mais je crois. Je crois parce que normalement, quand tu avais gagné la Saint-Louis des moyens, tu ne pouvais plus refaire la Saint-Louis des moyens, tu étais obligé de la faire en lourd. Et je me rappelle que le maire Yves Marchand de l'époque avait dit, voulait que je joue en lourd. Et c'est ma société qui a défendu en disant, non, il est toujours, comme je jouais en léger, je ne jouais pas en lourd. Ils disent, vous ne pouvez pas lui demander de jouer en lourd pour la Saint-Louis, alors qu'il est toujours en léger. Alors le maire avait dit, ok, donc on le laisse jouer en moyen, mais qu'il gagne ou qu'il perde, l'an prochain, il jouera en lourd. Et c'était ok, pas de souci, l'an prochain, je jouerai en lourd. Et du coup, tu es le seul à avoir gagné 2 fois. Et je crois que je suis le seul à avoir gagné 2 fois la Saint-Louis des moyens. Et pour l'anecdote, mon père, c'est un peu pareil, il a gagné 2 fois les mi-moyens. Ah oui. C'est le seul. En 76 à la jeune lance et 79 à la lance sportive. Pareil, le fait du changement de société, tout ça avait un peu perturbé. Bon, bref, et donc il avait pu la gagner 2 fois. Parenthèse refermée. Concernant les lourds, est-ce que tu as fait des saisons en lourd ou tu étais déjà parti? Ah non, j'ai joué en lourd de 86 à ce que je m'en aille, en 94, que je m'en aille. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu n'aies pas franchi le palier et que tu n'aies pas gagné de tournoi en lourd? Alors, j'ai gagné la Coupe de France quand même, lourd moyen, en 89, et c'était au Gros du Roi, je crois. Après, un lourd, le problème, c'est que moi, c'était le poids. C'était le poids, voilà. Alors, je me suis qualifié, j'ai fait énormément de revanches, hein, j'ai fait beaucoup de revanches, j'ai fait beaucoup de 5e prix, 3e, même j'ai fait un 4e prix à Metz, mais voilà, après, mon gabarit,
je dirais que j'avais un gabarit, bon, je faisais de la lutte, mais j'avais un gabarit, bon, je n'étais pas gros, j'avais un centre de gravité assez haut, et je dirais que j'étais un shooter de lance aussi, hein, je shootais beaucoup avec ma lance, mais voilà, j'étais puissant. Sauf que quand tu es puissant avec des mecs qui font ton poids, ça va. Quand tu es puissant avec des mecs comme Bernard Betty, tu peux, si tu essayes de les glander à la lance, à eux, si tu les comptes pas par voie, tu es mort. C'est mort. Et si tu n'as pas le fait de laisser un petit peu glisser ta lance pour éviter voilà. Alors j'en ai jeté, hein, mais je l'ai jeté. Je laissais pratiquement tout jeter, une fois au moins. Mais après, ça devient compliqué. Quand tu as des petits gabarits, c'est compliqué. En plus, tu es obligé de te lancer. Tu te blesses, hein, tu te blesses. Je me suis quand même fait blesser 4 fois. Le shooter qui t'a fait le plus mal sur un plancher, qui t'a le plus impressionné? Waouh! Contre moi? Ouais. Que j'ai pris? Vincent Bension, Robert Bension. Parce que je crois que je l'ai pris 10 fois, je ne l'ai jamais jeté. Il m'a toujours jeté. Je n'ai jamais réussi à le glander. Hubert Montel, je lui dois ça aussi, d'ailleurs. Je lui dois la cicatrice sur ma joue gauche. Après, comment dire, tous les shooters étaient impressionnants. Tous les shooters étaient impressionnants. Que ce soit Claude Mathias, Alain Mathias, Bernard Betty, Bernard April, Roger Pugliano. C'était des mecs qui étaient forts. Hein. Ils étaient plantés. Hein. Quand tu allais sur eux, il fallait y arriver vraiment dans le timing. Hein. Il fallait être vraiment dans le timing. Hein. Sinon, c'était mort. Hein. C'était mort pour toi, c'était fini. Andy, est-ce que tu veux bien venir pour participer à l'interview? Je vais te poser quelques questions aussi. Vu que tu es avec nous. J'aimerais savoir pour toi, Andy, comment tu as vécu la carrière de ton père, hein, et est-ce qu'il t'a servi de modèle et est-ce qu'il t'a conseillé surtout? Ben ouais, il m'a pas mal appris. Donc j'ai commencé les joutes tard. C'est mon père du coup qui m'a dit bah ok. Donc je suis parti dans les joutes. Il m'a beaucoup appris. Justement cette histoire de pavois, de contrer au pavois, parce que j'étais pas mal shooter de lance aussi. Et c'est ça qui m'a permis de ses conseils. Le plus beau jour, je crois que c'était à Marcia. J'aurais dû faire au moins un prix à Travel. Et j'ai perdu contre Jérôme Lognos, qui m'avait jeté. En dernier, il m'a mis ce coup de lance. Et tout ça, c'est ce qui m'a permis d'apprendre. À Frontignan aussi, j'avais fait un beau tournoi aussi à Frontignan. Ah ouais. Là, j'avais eu le prix méritant, mais bon. Et pareil, je m'étais fait. Prix de prestance. Prix de prestance. Je m'étais fait éliminer par Valette, c'était, je crois. Et il avait perdu, mais bon, ils m'ont déclaré. Est-ce que toi aussi, les joutes, c'est un stand-by définitivement ou tu vas reprendre? C'est compliqué avec les saisons. Au jour d'aujourd'hui, avec les saisons, c'est très compliqué. Et chaque fois qu'il arrive la Saint-Louis, je la regarde. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un stand-by après un jour, pourquoi pas. Mais c'est compliqué. À chaque fois, j'y pense, chaque saison, arrivent les joutes, machin. C'est vraiment la compétition, quoi. Alexandre, on n'en a pas parlé, mais comment as-tu débuté les joutes? Comment j'ai débuté les joutes? Moi, nous, quand petit, il y avait les joutes, on était passionnés par les joutes. Moi, j'habitais le quartier haut, donc pratiquement, j'étais plongé dans les joutes. Tout petit, on était plongé là-dedans. Après, moi, tous les tournois, j'allais les regarder. J'étais assis au bord du quai, je regardais ça et avec enthousiasme, j'adorais ça. Et en 1976, j'apprends qu'il y a une école des joutes qui se monte. Donc, tout de suite, je descends à la marine et je tombe sur Vincent Stento qui me dit qu'effectivement, il y a une école de joute à la marine, que si je veux m'inscrire, bien sûr je m'inscris parce que je veux faire ça. Et à l'époque, donc, on jouait sur chariot. Bon, parce que j'étais dans une catégorie, comme j'avais moins de... c'était en 76, donc j'avais 11 ans. Et il fallait attendre, il fallait avoir, je ne me rappelle plus quel âge pour pouvoir shooter sur barque. Donc on shootait sur chariot. Et voilà, et j'ai commencé à shooter sur chariot, 77, 77, 78, et après on a commencé à shooter sur barque, et ainsi de suite. Voilà, c'était pour nous c'était une découverte, et c'était surtout une embellie d'avoir une école de joute et de pouvoir shooter dès notre plus jeune âge. Et je ne remercierai jamais cette époque-là, où on avait des mecs comme Vincent Stento, bien sûr, comme Liguri, Antoine Liguri, qu'on appelait Ninou,
qui nous faisait, voilà, qui nous a accompagnés, les Lebaille et j'en passe des meilleurs, parce que les Caruso, bien sûr, René Caruso, Raymond Caruso, c'était des gens qui étaient impliqués dans les joutes et qui nous ont, ben voilà, qui nous accompagnaient dans les déroulements de tous les tournois et au fur et à mesure, après chaque société qui organisait son tournoi, organisait aussi le tournoi de l'école de joute de la marine. Donc pratiquement, mais pour nous, c'était une embellie. Voilà, on participait tout l'été, on jouait. Et voilà, et c'est là qu'on s'est noué des amitiés avec Stéphane Abélan, avec Bansion, avec Alémation, avec François, et tout le reste, et d'autres shooters qui étaient bons à l'époque et qui ont abandonné aussi. Bon, parce qu'après, voilà, chacun choisit. Après, comme je dis, hein, les joutes, c'est chronophage. Alors, tout dépend où tu tombes dans une famille qui aime les joutes et on continue à être, voilà, sur les joutes. Ou pas. Ou pas. Voilà. Messieurs, pour terminer l'interview, une question pour tous les deux. Quel est votre avis sur l'évolution des joutes? Alors, quand je parle d'évolution des joutes, c'est l'évolution de la joute en elle-même et ensuite de l'évolution par rapport aux médias. Ben, je dirais que, enfin, pour ma part, je trouve que les joutes aujourd'hui, ça reste quelque chose de populaire, mais c'est plus la même popularité que ça avait avant. Voilà, ça. Il y a plus il me semble qu'il n'y a plus cette magie qu'on avait avant. Il y avait une magie, il y avait quelque chose de magique. Il y avait les personnages charismatiques. On a pu en parler, on a pu en débattre. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu plus, je dirais, c'est presque devenu quelque chose de professionnel, je dirais, ou semi-pro. Voilà. Et toi, Angie? Ben, de ce que je voyais moi à l'époque de mon père, c'était vraiment des shooters francs, des gros shooters. Et aujourd'hui, c'est plus, comme dit mon père, ouais, et c'est plus du vice, la technique. De la technique. C'est une évolution positive ou négative, justement, ça pour toi? Ben, entre les deux, on va dire. C'est rare que les shooters partent en arrière maintenant, dans les joutes actuelles. C'est ça. Quand je vois comme la Saint-Louis cette année, c'est un peu spécial. C'est bizarre, mais après, il lui dévale le passe. On ne dira pas plus. Ouais. Bon, ben, messieurs, je vous remercie de vous être prêtés à l'exercice de l'interview. Ça a été un plaisir pour moi et une nouvelle fois, une bonne année 2025 à tous les deux. Mais plaisir partagé et que vivent les joutes. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.